à tous d'être là avec nous aujourd'hui pour parler d'une sélection qui se fait par et avec les agriculteurs, les paysans, parce que ce qu'on a vu jusque maintenant, on était plus concentré sur la sélection, enfin les semences, la manière dont on les utilise, comment on peut les trier, un petit peu se les réapproprier à la ferme, mais on était plus parti sur les semences qui étaient faites par les semenciers. Et aujourd'hui, on va voir que depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, il y a un mouvement de réappropriation des semences par les paysans avec d'autres acteurs pour se réapproprier non pas seulement les semences, mais aussi tout le système alimentaire. Pour nous parler du sujet, poser le sujet et présenter son expérience en tant que chercheur, nous avons Isabelle Goldringer, qui travaille sur le sujet depuis un certain temps, avec des agriculteurs et pas que des agriculteurs. Elle va vous parler de tout ça, de tout ce qu'elle a fait, de ce que c'est que la sélection qu'on appelle participative et à la ferme. Donc, je laisse la parole à Isabelle pour commencer à parler de ce sujet formidable parce que voilà, qui nous tient beaucoup à cœur à tous ceux qui pratiqueront ou qui accompagneront cette sélection. Donc, je suis Isabelle Goldringer, je suis directrice de recherche INRAE et je travaille sur la biodiversité cultivée et la sélection participative, et depuis de nombreuses années avec des collectifs paysans, jardiniers, citoyens. Je vais commencer par une petite remise en contexte. Donc, ça vous paraît peut-être un petit peu loin, mais Estelle m'a demandé de parler aussi un petit peu des bénéfices de la diversité. Et donc, j'ai pensé que c'était bien de se resituer par rapport à la grande histoire des plantes cultivées. Ensuite, je vais présenter quelques bases théoriques pour la sélection à la ferme, et puis un exemple de sélection participative sur le blé tendre. Et si j'ai le temps uniquement, je parlerai des nouvelles possibilités offertes par les matériels hétérogènes biologiques dans la réglementation sur l'agriculture biologique. Donc, ce qui est intéressant de voir là sur cette fresque, c'est que les premières domestications datent d'il y a plusieurs milliers d'années, et en particulier dans le cas des céréales, ça remonte à plus de 12 000 ans avant maintenant, et que c'est depuis ce moment-là, en fait, où les populations du néolithique ont commencé à transformer les plantes. Depuis ce moment-là, on peut dire qu'il y a une forme de coévolution entre les sociétés humaines et les plantes qui a duré, donc qui s'est produit à cette échelle de temps. Et on peut voir que la sélection, on va dire moderne, actuelle, eh bien, en fait, c'est une toute petite période par rapport à cette longue histoire. Et dans cette domestication, en fait, c'est pas rien quand même de penser que si on regarde les caractères qui ont été modifiés par cette sélection humaine, chez les céréales, par exemple, le fait que les grains ne tombent plus spontanément, qu'ils soient dévêtus, enfin que les enveloppes se séparent facilement au battage, des grains plus gros, etc. En fait, ces sélections-là, elles ont pu être faites uniquement sur la base de l'observation du choix de plantes, de la reproduction par les paysans et les paysannes. Alors bien sûr qu'il n'y avait pas du tout à l'époque toutes les connaissances de génomique, etc., qu'on a maintenant et dont on a l'impression qu'on ne pourrait pas se passer pour faire de la sélection. Et donc, cette sélection basée sur l'observation et le travail de terrain de ces paysans et paysannes, elle a perduré pendant des milliers d'années jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, avec la diffusion de ces populations-là dans de nouveaux milieux, de nouveaux environnements, ce qui s'est fait progressivement et a permis l'adaptation des plantes, donc des céréales qui ont été domestiquées dans le croissant fertile, ont pu s'adapter progressivement
à de nouveaux climats, à de nouveaux sols, de nouveaux parasites, et puis aussi à des pratiques de culture variées à travers le monde. Et donc, on est arrivé avec des populations donc, qu'on appelle aussi des variétés de pays, des variétés traditionnelles, variétés locales ou paysannes, qui sont constituées de plantes toutes un petit peu différentes les unes des autres, mais chacune présentant des caractéristiques communes d'adaptation au terroir, aux conditions locales et aux usages des paysans et des paysannes. Et j'ai oublié de mentionner aussi l'importance des échanges de semences entre paysans pour faire circuler la diversité. Et donc, on peut voir toute la diversité qui a été développée au cours de ces milliers d'années et qui a donné la richesse des variétés traditionnelles de toutes les espèces cultivées. Donc ensuite, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a eu la professionnalisation du métier de sélectionneur, avec quelques agriculteurs qui étaient très doués, qui avaient beaucoup de goût pour cette sélection et qui se sont donc spécialisés et qui se sont mis de plus en plus à vendre des semences plutôt que du grain. Et au début du XXe siècle aussi, en s'appuyant sur la redécouverte des lois de Mendel et la compréhension de l'hérédité des caractères, à intensifier la sélection pour aller vers des variétés de plus en plus sélectionnées pour leur performance dans certains milieux. Et puis, finalement, donc, après la Seconde Guerre mondiale, on peut résumer un petit peu le paysage de l'agriculture en décrivant la modernisation agricole comme reposant sur 3 piliers: la mécanisation, l'utilisation des engrais et des engrais de synthèse et puis aussi des pesticides, et puis la sélection génétique pour des plantes adaptées à ces modalités de culture très orientées vers le productiviste, vers des pratiques et des modèles agricoles simplifiés, spécialisés, avec des champs également de plus en plus grands et de plus en plus uniformisés. Et donc, la vision de la sélection, comme vous avez pu, je pense, en entendre parler dans les séances précédentes, la vision classique de la sélection professionnelle, elle vise à sélectionner le meilleur génotype adapté à ces conditions qui sont rendues optimales par l'usage des intrants et par le contrôle de beaucoup de conditions de culture et par la simplification, la standardisation des systèmes de culture. Et donc, tout ça, ça nous mène à des paysages agricoles dans lesquels on a remplacé des petits champs avec des populations de plantes toutes un petit peu différentes les unes des autres par de grands champs complètement uniformes génétiquement, composés de ces variétés hybrides F1 ou lignées pures, et aussi de variétés qui, d'un champ à l'autre, même si elles peuvent différer en nom et un petit peu en apparence, qui sont finalement quand même assez ressemblantes, assez proches génétiquement, parce que sélectionnées pour les mêmes objectifs et les mêmes conditions. Donc, on a perdu dans ce processus une grande part de la diversité génétique des espèces cultivées. Bon, pas forcément complètement perdue, puisqu'une partie a pu être conservée dans des banques de graines ou dans des zones peut-être plus marginales, au fond des jardins, etc. Mais on a quand même perdu une partie de cette diversité, une grande partie, en tout cas, dans les champs que l'on rencontre actuellement. Et cette uniformisation génétique, elle nous pose des problèmes parce qu'en fait, elle conduit à des systèmes qui ne sont pas durables, qui
qui ne sont pas résilients face en particulier aux attaques de pathogènes. Et c'est ce qu'on peut voir là sur le graphique à droite. Donc en haut, on a représenté les surfaces cultivées en blé avec des variétés dans lesquelles il y avait un gène particulier de résistance à la rouge jaune qui s'appelle YR17. Donc en violet, ce sont les surfaces au Danemark, en orange, les surfaces en Grande-Bretagne. Et on voit que cette sélection qui est très uniformisante, elle va utiliser le même gène dans de nombreuses variétés et qu'on va pouvoir déployer sur 50% des surfaces au Danemark, des variétés avec ce seul gène de résistance. Ce qu'on voit en dessous, c'est la composition des populations de rouge-jaune et donc la fréquence de ces populations qui sont capables de contourner, d'attaquer ce gène de résistance et donc de rendre les plantes malades. Et ce qu'on voit en dessous, c'est que très rapidement, on se retrouve avec 100% des populations de rouille, que ce soit donc en violet au Danemark ou en orange en Grande-Bretagne, et puis même ensuite en France avec les triangles, 100% de ces populations qui peuvent contourner les plantes et qui peuvent contourner le gène de résistance et attaquer les plantes, et donc tous les champs deviennent sensibles. Donc on voit que ces stratégies qui visent à sélectionner un seul génotype qui serait très performant à un moment donné dans une situation donnée, elles sont pas durables et pas résilientes pour les agriculteurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez général et qu'on retrouve également dans les populations des espèces sauvages. Alors, il y a un grand intérêt donc à réintroduire de la diversité génétique à l'intérieur de nos champs. Et cet intérêt-là, on peut l'illustrer par un cas très intéressant de variétés traditionnelles de riz qui ont continué à être cultivées dans une région de Chine, alors que partout ailleurs dans le monde, là où les variétés traditionnelles, populations diversifiées, avaient été remplacées par des variétés modernes améliorées, une maladie, la périculariose, constitue une menace très forte pour la production, avec une capacité à évoluer très rapidement et donc à contourner les gènes de résistance et à attaquer les plantes. Eh bien, des collègues de l'INRA de Montpellier ont pu constater que dans la province du Yunnan, en Chine, où des petits champs de ces variétés traditionnelles diversifiées de riz étaient restés résistants de façon durable à la maladie depuis plus de 150 ans, avec la distribution de jusqu'à 19 gènes identifiés, mais peut-être plus, de résistance à la périculariose, sans maladie et sans pesticides. Donc ça, ce sont des exemples assez inspirants, mais on a aussi des exemples plus près de chez nous et plus concrets qui ont été étudiés, analysés par des chercheurs qui ont regardé un petit peu quels mécanismes pouvaient permettre au sein d'un champ, pouvaient donner à un ensemble de plantes différentes entre elles, quels mécanismes pouvaient générer plus de stabilité, plus de résilience pour cette production-là. Et donc les mécanismes, ils sont assez bien identifiés par les écologues en particulier. Ce sont des mécanismes de complémentarité entre les différentes plantes du champ qui vont pouvoir occuper des niches différentes, aller chercher des ressources dans l'espace et dans le temps différentes. Ce sont aussi des mécanismes de facilitation, une sorte d'entraide entre des plantes voisines. C'est aussi les effets d'échantillonnage et de sélection qui font que, sachant qu'au moment où l'on sème, on ne sait pas quelle météo, quel climat on va avoir pendant l'année, eh bien, semer une diversité de plantes avec des capacités de réponse à différents facteurs
climatiques différentes, ça va permettre de s'assurer d'en avoir au moins quelques-unes qui vont bien se comporter. Et puis finalement, la compensation qui va faire que les plantes désavantagées vont être compensées par des plantes plus avantagées. Donc ces mécanismes-là, en fait, ça constitue une base pour créer des mélanges de variétés qui vont permettre de valoriser cette diversité-là et de cultiver une diversité dans les champs. Alors faire des mélanges de variétés, c'est quelque chose que les agriculteurs peuvent choisir de faire chaque année en choisissant 3 ou 4 composants qui vont mélanger pour mettre dans le champ, et c'est une pratique qui est assez répandue. Je ne vais pas détailler ces résultats-là. La littérature montre bien les nombreux avantages des mélanges variétaux, et les agriculteurs ne s'y trompent pas, puisque sur cette figure, on voit une augmentation récente, mais très rapide, des surfaces de blé cultivées avec des mélanges de variétés, voire des populations. Et donc, on voit qu'on est ces dernières années autour de 20% des surfaces cultivées en blé qui le sont avec des mélanges de variétés. Et quelles sont les raisons invoquées par les agriculteurs qui pratiquent ces mélanges? La raison, ce n'est pas de produire plus, d'augmenter le rendement, mais c'est de diminuer les maladies, d'avoir moins de risques de contournement, que ces maladies progressent plus lentement dans le couvert, de pouvoir de minimiser les risques et de pouvoir se rattraper sur certains stress précoces, de simplifier également la gestion. Donc il y a bien des intérêts à tous ces mélanges, à créer des mélanges de variétés de cette manière-là. Et puis, ce qui se passe si on veut vraiment valoriser complètement la diversité génétique, c'est que l'on peut ensuite ressemer la récolte, les semences issues de la récolte, d'un mélange de variétés ou d'une population qu'on a créée spécifiquement pour cela, et donc le ressemer d'une année sur l'autre, ce qui va permettre, en plus de bénéficier des intérêts de la diversité génétique, de pouvoir adapter au cours du temps son mélange ou sa population aux conditions locales de la culture, mais également aux conditions changeantes du climat. Et donc, c'est ça qui est proposé dans la sélection participative ou dans la sélection à la ferme. C'est une réappropriation par les agriculteurs et les agricultrices des semences et de ce travail que l'on peut faire de reproduction et de sélection année après année de mélange ou de population afin de les adapter finement aux conditions et aux pratiques de chacun et de chacune sur son territoire. Et Isabelle, si tu veux, il y reste à peu près 10 minutes. D'accord, ok, merci. Alors, j'ai pensé que d'abord, ça pouvait être peut-être un petit peu utile que je revienne sur quelques notions importantes pour gérer la diversité cultivée lors de la sélection ou du ressemis année après année. Et donc, j'ai voulu rappeler que ce qui va jouer dans l'évolution de ce mélange ou de cette population au cours du temps, ce sont 4 forces évolutives qui sont bien connues. Tout d'abord, la sélection naturelle et la sélection humaine, bien sûr. Ensuite, la dérive génétique, la mutation et la migration. Je vais revenir dessus, les expliquer un petit peu. Et puis, je voudrais juste revenir sur une petite définition que j'ai donnée tout à l'heure. Quand on va parler de population, peut-être à la différence du mélange que souvent on va faire, dès que l'on a mélangé des lots ou des variétés différentes, on dispose d'un mélange. Mais à la différence, je vais parler de population. Quand ce mélange-là, on va pouvoir le ressemer pendant plusieurs années. On va donc reproduire toutes les plantes ensemble dans le même milieu, dans les mêmes conditions. Et donc, elles vont
évoluer ensemble, elles vont s'adapter ensemble. Et donc, à ce moment-là, je vais parler plutôt de population qui pourra bien sûr avoir été constituée à partir d'un mélange ou bien à partir de croisements. Et puis, la métapopulation, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que souvent, entre agriculteurs, on va échanger, on va vouloir renouveler ses semences, échanger des semences, créer un mélange à partir de variétés identifiées, vues, observées chez les voisins. Et donc, il y a des échanges, des flux entre les différentes populations chez les uns et les autres. Et cet ensemble de populations connectées par ces échanges, eh bien, on appelle ça une métapopulation. Et les écologues ont décrit ce système-là, ce fonctionnement-là dans la nature comme la meilleure manière, enfin la seule manière de préserver la diversité génétique à long terme et de permettre l'adaptation dans chaque population en continu et de façon durable. Donc, je vais revenir sur ces forces évolutives. J'ai parlé tout d'abord de la sélection naturelle. Donc, le principe, je pense que vous le connaissez tous. J'ai fait un petit schéma là pour représenter ça. On a des plantes qui sont toutes un peu différentes entre elles. Certaines vont être plus adaptées aux conditions locales de climat, de sol ou des pratiques, ou vont être un peu plus compétitives que leurs voisines. Et donc, elles vont laisser plus de graines. Et donc, quand on va récolter l'ensemble, eh bien, celles qui sont les plus adaptées, les plus avantagées, vont laisser plus de descendants. C'est ce qu'on voit avec l'ensemble des petites plantes représentées sur la droite. Enfin, ça ne ressemble pas tellement à des plantes, mais c'est un schéma. Donc, les plantes qui donnent le plus de grains vont sont celles qui vont le plus transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Et en tant qu'agriculteur ou agricultrice, on peut utiliser cette sélection naturelle en choisissant de cultiver sa population dans un milieu particulier ou avec des pratiques particulières pour lesquelles on souhaite adapter la population. Mais en plus, on peut venir choisir, enfin pratiquer une sélection massale et venir choisir des plantes, des épis ou des fruits avant ou après la récolte sur des critères d'intérêt local qui peuvent être différents de ceux de la sélection naturelle parce que, bien sûr, choisir des fruits d'une belle couleur ou de bon goût, ce n'est pas forcément ce qu'aura fait la sélection naturelle. Et là, on voit que l'on va réduire plus la diversité génétique, on va accélérer la sélection. Pour les espèces autogames, donc qui s'autofécondent, les plantes qui ne sont pas choisies ne vont laisser aucun descendant. Donc, cette sélection massale, elle va être beaucoup plus radicale que la sélection naturelle. Chez les espèces allogames, par contre, si on sélectionne uniquement après la pollinisation, eh bien, on va sélectionner des plantes on va garder dans la descendance les plantes qui auront pollinisé les plantes que l'on a choisies et donc que l'on n'a pas forcément, qu'on ne souhaitait pas forcément retenir. Donc, pour les espèces allogames, on peut choisir de sélectionner aussi de façon négative avant floraison pour ne pas garder des plantes malades ou pas adaptées. Et puis, on peut ensuite choisir de nouveau après la récolte. Alors, en plus de la sélection, il faut faire attention à la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quelque chose, une évolution qui va se produire, même si on ne choisit pas des plantes sur des caractères particuliers. Ça va se produire simplement du fait que l'on ne prend qu'un nombre fini de plantes ou de graines pour créer la génération suivante. Et donc, par hasard, eh bien, on peut très bien ne pas retenir toutes les plantes de la génération d'avant. Et cette dérive, elle va s'opérer d'autant plus que l'on va garder un petit échantillon de plantes. Si on prend que 10 épis ou que un petit lot de graines, on risque de perdre beaucoup plus de diversité génétique que si l'on prend un lot suffisamment grand. C'est ce qui est représenté là avec la perte des couleurs. Et donc ça, il faut l'avoir en tête parce que ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite, puisque ça n'est même pas un choix pour une adaptation particulière.
Donc, en plus de ces mécanismes, il y a aussi la mutation qui arrive avec des fréquences très faibles, mais qui vient ramener un petit peu de diversité génétique dans la population. Et puis, il y a la migration, comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec des flux qui peuvent se faire à travers le pollen, surtout pour les plantes allogames, et puis des échanges de graines entre agriculteurs et agricultrices. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, comme je l'ai dit, parce que ça va permettre de renouveler la diversité qui peut s'amenuiser, se réduire un peu trop dans une population donnée, parce qu'à force de l'adapter à certaines conditions, eh bien, bien sûr, on a éliminé des plantes qui n'étaient pas adaptées, mais peut-être que demain, avec le changement climatique, elles seront quand même intéressantes et donc on aura on aura besoin de cette diversité-là. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important, cette dimension collective, cette capacité à travailler collectivement sur les semences pour pouvoir préserver la capacité adaptative dans le long terme. Je vais passer maintenant à l'exemple du projet de sélection participative que l'on a mené pendant pas mal d'années sur le blé. Donc, c'est un projet de recherche participative où on a construit ensemble, entre chercheurs et collectifs paysans, citoyens ou jardiniers, et avec 3 objectifs assez différents. Tout d'abord, une recherche action avec l'idée de produire des choses concrètes, donc de créer des variétés populations adaptées au système agricole des agriculteurs impliqués, mais aussi produire ensemble des connaissances situées, des connaissances contextualisées sur les meilleures manières, les stratégies pour préserver et adapter la diversité génétique cultivée via cette gestion dynamique à la ferme et cette sélection paysanne. Et puis, renforcer l'autonomie de ces collectifs pour maîtriser les concepts, les méthodes, les techniques de gestion, même au-delà du projet de recherche. Donc, les principes de la sélection participative à la ferme, c'est d'aller sélectionner des populations, des variétés directement dans les fermes de façon décentralisée. Et donc, dans chaque ferme, eh bien, on va évaluer, observer, sélectionner les plantes dans les conditions où elles vont être cultivées ensuite. Et donc, ça, c'est vraiment une garantie d'avoir beaucoup plus d'adaptation de ces variétés-là à vos pratiques, à vos terroirs. Et un autre principe très important, c'est de mobiliser et de créer beaucoup plus de diversité que celle que l'on peut trouver au catalogue, qui, comme je l'ai un peu laissé entendre au début, est très limitée, a subi un goulot d'étranglement et donc ne peut pas répondre aujourd'hui à la diversité des attentes et des besoins et des demandes en agroécologie, en agriculture biologique en particulier. Et donc, le processus de recherche-action participative, il est circulaire, donc avec des temps de discussion pour décider ensemble le dispositif à mettre en œuvre, les analyses, les mesures. Ensuite, il y a la réalisation de tout ça. Et puis, on rediscute ensemble des résultats et on se donne la possibilité de faire évoluer le dispositif pour qu'il réponde vraiment bien aux attentes des acteurs à chaque instant. Donc, c'est un travail collectif avec une évaluation agronomique selon les critères d'intérêt pour les agriculteurs et agricultrices, mais aussi la prise en compte de la qualité des produits qui sont issus de ces plantes-là. Donc, en l'occurrence, pour le blé, c'est la qualité des pins sur lequel on travaille toujours bien attentivement. Alors, qu'est-ce qu'on a donné avec ce projet ? Donc, on a développé des variétés qui sont bien originales et bien différentes de ce qui est disponible au catalogue. Au milieu, vous avez une variété commerciale, donc c'est Renan qui est encore souvent utilisé en bio, mais ça pourrait être une autre variété. Et donc, on voit qu'elle couvre pas bien le sol, qu'elle n'est pas très concurrentielle aux adventices. Et donc, en bio, ça va poser des problèmes. Elle est aussi à paille courte.
Et on voit qu'à côté, elle est entourée par 2 variétés issues de sélection participative qui ont des pailles hautes, donc qui vont avoir une biomasse bien plus intéressante, que ce soit pour nourrir le sol ou les animaux, et puis qui se tient debout et qui n'est pas gêné par les adventices. C'est ce qu'on revoit ici, là, avec des blés qui ne craignent pas qu'il y ait un petit peu d'herbe à leurs pieds. Et Alors, Isabelle, oui, si tu veux bien, il reste 5 minutes. d'accord, je me dépêche de finir. Donc, on a pu montrer ce projet-là, on l'a commencé en 2005 avec. Excusez-moi, je suis en train de tomber en panne de batterie, donc je me branche. Pardon. Et donc, on l'a commencé en 2005 et 2006, et donc on a voulu, après quelques années, évaluer les premières variétés issues de sélection participative. Et on a pu le faire dans un dispositif où on a comparé 10 de ces variétés à 2 variétés commerciales dans 6 fermes et 2 années consécutives, 2014 et 2015. Et donc, on a mesuré beaucoup de caractéristiques, mais en particulier le rendement en grains que vous voyez là à gauche sur les 2 années dans les 6 fermes. Et ce qu'on voit, c'est que les 2 variétés commerciales en rouge, eh bien, dans les conditions les plus favorables, en 2014, dans les conditions, les 2 fermes de droite, elles sont au-dessus des variétés issues de sélection participative. Mais dans les autres conditions, on a des variétés issues de sélection participative qui sont tout à fait, qui se placent au même niveau que les variétés commerciales. Et puis, ce qu'on voit sur la teneur en protéines, c'est que là, par contre, on assure toujours des teneurs en protéines, même dans l'année plus difficile en 2015, qui sont beaucoup plus stables que les variétés commerciales. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu montrer aussi, c'est la stabilité de ces variétés paysannes par rapport à des variétés commerciales. On a aussi montré qu'il y avait un besoin d'un travail collectif, d'une organisation et de beaucoup d'échanges pour mettre en place ce travail-là. Ça va être très difficile de travailler tout seul dans son coin, et donc il y a c'est vraiment très important d'être en capacité de s'organiser collectivement, d'avoir un accompagnement, une animation pour pouvoir se mettre en lien et échanger autour de ces pratiques. On a développé des outils plus scientifiques qui sont disponibles pour tout le monde, pour tous ceux qui souhaitent les utiliser, des méthodes d'analyse, des dispositifs expérimentaux, des bases de données, etc. Et puis, on a aussi vu qu'il y avait un accroissement de l'autonomie des acteurs pour gérer la diversité, avec la capacité de plus en plus à faire une sélection massale au sein des populations efficaces, à choisir entre les populations et aussi à choisir des parents pour créer de nouveaux croisements et créer de nouvelles populations. Et puis finalement, ce travail-là, il a aussi montré que les organisations paysannes sont bien des acteurs clés de la diversité cultivée, avec une évolution de la réglementation et en particulier assez récemment le règlement européen de l'agriculture biologique qui nous reconnaît maintenant la possibilité de commercialiser des populations à travers ce qu'ils ont appelé des matériels hétérogènes biologiques. Mais bon, le vivant, c'est pas du matériel, pour nous, c'est bien des populations de plantes, et c'est une ouverture très intéressante. Donc là, je pense que je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais il s'agit bien de populations que l'on a le droit de commercialiser sans les inscrire au catalogue, mais en les notifiant, en décrivant le processus d'obtention. Et on peut faire tout un travail de sélection pour créer des populations adaptées à des tas de contextes et de situations particulières. Et ça, c'est un travail qu'on a fait depuis 2018 avec 2 coopératives bio, Cosebi et Biocer, avec aussi la petite association d'Estelle qui est avec nous ce soir, et avec des objectifs à la fois agronomiques, mais aussi d'autonomie et de s'assurer
de la transparence du processus d'obtention de ces variétés-là, qui est aujourd'hui menacée. Vous en avez peut-être entendu parler, ou vous allez peut-être en parler, par la loi qui libéraliserait les nouveaux OGM au niveau du marché européen. Donc voilà, dans ce projet-là, on a créé des populations en croisant des variétés de pays, des variétés anciennes différentes pour les 2 premières. Et puis dans la troisième, il y a aussi des variétés modernes intéressantes en agriculture biologique qui ont été utilisées, créées par croisement. Et puis là, j'ai pas le temps de trop vous donner les résultats, mais on a des résultats qui sont déjà très intéressants, et 2 de ces populations vont bientôt être notifiées, donc vont pouvoir être commercialisées cette année, et donc vont pouvoir constituer aussi une ressource pour des agriculteurs et des agricultrices pour démarrer des projets de sélection à la ferme. Et donc en conclusion, je voudrais revenir sur l'intérêt et tous les atouts de cette sélection paysanne que moi j'appelle aussi gestion dynamique adaptative de la diversité génétique au niveau individuel, qui peut permettre de stabiliser une production, de minimiser les risques, de diminuer les intrants, et puis de bénéficier d'une adaptation très fine à un contexte local et à une production particulière. Au niveau collectif, c'est vraiment important cette dimension, cette gestion collective, qui va donner une résilience au système et qui va s'assurer aussi d'une indépendance par rapport à des grandes firmes qui tendent à monopoliser un petit peu la semence, qui est quand même une menace pour la souveraineté semencière et alimentaire de tous. Et puis finalement, cette ouverture dont j'ai pas eu le temps encore trop de parler, de matériel hétérogène biologique, qui permet d'offrir une voie dans le système semencier actuel à la commercialisation de populations sélectionnées pour des besoins et des contextes très particuliers. Voilà, je vous remercie pour votre attention.